Bonsoir et bienvenue à Controverse, ce soir avec Danick Zandronis de Caraïbes Creole News et Jacques Damprop de la rédaction d'Alizé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Notre première discussion portera bien sur l'actualité toute chaude, toute récente, la CSBT qui manifeste une offensive. Madame Michel-Chevry semble s'être rangée du côté des opposants de Capesterre-Bell qui refusent encore de payer leurs factures au SIAG, arguant de l'iniquité de ces factures. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle pause politique dans cette affaire? Il faut dire que il faut peut-être pas oublier que Mme Chevry, elle a tout intérêt à essayer de récupérer Capesterre dans le giron. C'est quelque chose qui est depuis longtemps dans sa ligne droite politiquement en ce qui concerne cette question de l'eau. Et aujourd'hui, Mme Chevry, c'est la valse. Hein. Elle a été contre le SIAG, elle a été contre le syndicat unique, et puis aujourd'hui, elle sort une nouvelle carte. Moi, j'ai le sentiment que ça manque de cohérence chez elle. Jacques Damprop. Ça manque de cohérence peut-être. Cela dit, avant d'entrer dans les considérations politiques, voire politiciennes, il y a quand même une population capestérienne qui est quand même dans une impasse. Des gens qui reçoivent une facture, deux factures, trois factures, tantôt du SIAG, tantôt de la CSBT, même période. La CSBT qui présente des factures avec les arriérés du SIAG, des gens qui n'ont pas de compteurs, des compteurs qui sont relevés de façon fantaisiste. Donc là, il y a une situation explosive qu'il faut tenter d'éteindre l'incendie qui pourrait se propager non seulement à Capesterre-Bell, mais à d'autres communes de Guadeloupe. Alors, Danick Zandronis dit que Mme Michel-Chevry a entamé une valse. D'abord, je vous croyais plus guadeloupéen, vous auriez pu prendre le quadrille, par exemple, mais bon, comme référence. Ensuite, elle a quand même rencontré d'abord les gens du comité de l'eau. Il n'est plus question maintenant de faire payer par le biais de forfaits, etc. On peut dire que elle a visité le terrain et pris une position. Elle n'a pas le choix parce que, il faut dire qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, le comité avait menacé de tout bloquer, y compris la CSBT. Donc, ce qui a été fait d'ailleurs à l'antenne de Capesterre. La mairie de Capesterre-Bell. Et Capesterre, c'est entre guillemets, c'est un gros client aussi. Donc, je pense que Mme Chevry, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence dans son attitude d'une manière générale, du point de vue politique, mais c'est vrai que là, est-ce qu'elle a le choix de faire autrement? Parce qu'en fait, le comité s'est dirigé vers elle, s'est braqué contre elle, et je crois que là, elle essaie de trouver une porte de sortie, et je suis un petit peu d'accord avec ce que disait Jacques tout à l'heure à la fin. Il faut dire que Capesterre-Bell, c'est une poudrière, hein. C'est une véritable. Au niveau de l'eau, moi, j'ai habité Capesterre. C'est une poudrière dans l'eau. Oui. C'est paradoxal. C'est un peu paradoxal. Et pourtant, ce ne sont pas des pétards mouillés. Je peux vous dire qu'effectivement, on a envie de dire que c'est chaud à Capesterre-Bell, mais ça fait paradoxal et c'est pas un jeu de mots, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, ce que disait Jacques Damprop, et je confirme qu'effectivement, il y a de gros problèmes de factures à des sommes exorbitantes et pour des gens, quelquefois, qui sont de très modestes conditions. Donc, est-ce qu'elle pouvait faire autrement à ce niveau-là? Moi, je ne suis pas sûr. Et il y a des choses qui sont paradoxales. Il faut savoir que le parrain des comités de l'eau, c'est M. Parent. Et celle-là, en plus, c'est pas un jeu de mots. Et ça a été quelqu'un de très proche de Mme Chevry. Il y a des choses qui... On peut dire que M. Beaujean, en 1989, aussi avait lancé le mot d'ordre. Oui. Un dernier mot là-dessus. Sans parler de Eugénie Ramassamy. Tout le monde est... Il y a plein d'acteurs là sur sa grouille. Un dernier mot là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment, à travers les déclarations des uns et des autres, qu'il y a comme l'idée d'opposer les gens de Capesterre et plus généralement de la Basse-Terre aux gens de la Grande-Terre? Si vous avez lu le communiqué de la CSBT, voilà, les gens de Capesterre sont privés d'eau, mais tout se passe bien en Grande-Terre. Effectivement, il y a aussi ce côté-là. Mais quand on dit manque de cohérence, il faut voir dans l'ensemble général. Aujourd'hui,
qui est à la région. Alors, comment elle gère ça par rapport à la position de sa propre fille? Il y a des tas de facteurs qui s'entrecroisent et je pense que à terme, là, effectivement, ça peut exploser. Et quand on parle de l'eau, c'est pas si un bouillonnement, mais c'est vrai que c'est assez chaud. Non, mais c'est vrai, c'est très chaud pour moi. Il faut dire aussi l'eau est chaude. Il y a une question financière qui se pose, parce que la question de l'eau, ne serait-ce qu'à Capestero, c'est quand même 30 millions d'euros. C'est quand même 30 millions d'euros. C'est un pactole. C'est un pactole pour lequel la Générale des Eaux, la multinationale que l'on connaît, tente également de se positionner. Donc à mon avis, il n'est pas tant une question d'opposer les Capestériens ou les Bastériens aux grands terriens. Il est peut-être question davantage de mettre face à leurs responsabilités les élus guadeloupéens dans leur ensemble face à cette ogre qui est un peu tapis dans l'ombre, qui est la Générale des Eaux. Il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette affaire-là. On passe à la Caraïbe, voilà un sujet qui va vous intéresser. Nouveau rendez-vous à Cayenne la semaine dernière. On a encore le sentiment qu'il y a de grandes messes. Alors on a beaucoup parlé d'un Erasmus caribéen. Vous y croyez, Daniel Zanonis? Ce serait souhaitable, on peut le dire comme ça. Je vous donne une information qui date déjà, mais qui relève un petit peu qui va dans le même sens. Il y a 2 ans, au Mexique, le président du Mexique avait souhaité effectivement que les étudiants guadeloupéens, martiniquais, caribéens d'une manière générale, et mexicains bien sûr, puissent aller de la Guadeloupe vers le Mexique et vice-versa. Donc c'est une possibilité, mais je pense qu'avant d'y arriver, il y a plein Alors de... par-delà, oui. plus que ces échanges entre d'échanges d'étudiants sur le modèle évidemment européen qu'on connaît, qu'est-ce que nous avons à faire en commun dans la Caraïbe et qui pourrait être gagnant-gagnant, comme pour reprendre l'expression des politiques Pour l'instant, tant que les barrières douanières qui existent ne seront pas réellement levées, pour un chef d'entreprise aujourd'hui, la Caraïbe n'est pas encore un marché. De l'inverse, vous savez très bien que les produits caribéens rentrent chez nous et l'inverse n'est pas toujours intéressant pour nos chefs d'entreprise et pour nos exportateurs. Donc, moi, je pense qu'ils vont un petit peu vite. Cela dit, il y a un premier pas. Il faut revenir à ce qui a été voté qui est passé à l'Assemblée nationale en France par l'ETCHIMI, ce qu'on appelle la diplomatie territoriale. Alors, bien sûr... vous rappelez que c'est une proposition de loi déposée par M. Letchimy, qui n'est pas encore totalement validée par le Sénat. Alors, j'ai entendu des critiques, M. Charles a dit que c'est très encadré, mais qu'est-ce qui n'est pas encadré dans le cadre actuel? Parce que dans chaque article, l'État a mis... sous réserve de l'accord évidemment d'État. Ces pays-là ne sont pas indépendants, il faut que Jacques Damprobe. Il faut quand même préciser que cette diplomatie territorialisée ou décuplée, comme on le dit dans le langage diplomatique, a été initiée par Nicolas Sarkozy dès 2010-2011, prolongée ensuite par François Hollande en 2012. Mais pour l'instant, c'est une coquille vide. C'est censé donner davantage d'action, d'impliquer davantage les responsables politiques de nos régions, qu'ils soient de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane. D'ailleurs, cette convention tripartite a été signée à Cayenne en 2012. J'y étais, donc je peux en témoigner, je peux en parler. Et depuis, on n'a pas véritablement vu les effets. L'essai n'a pas été transformé pour toutes les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. L'État est partout. Un point commun, cependant, dans au moins 2 pays de la Caraïbe, les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, c'est l'état des finances régionales selon les nouveaux occupants du pouvoir. Selon M. Chalus, l'héritage de M. Lurel est très lourd. Oui. Et en Martinique, pareil, M. Marie-Jeanne annonce 80 millions d'euros. 88. Alors 88, c'est les 80 de la région, 89. Plus 88 ou 89, oui. C'est les 80 de la région Martinique, plus les 8 du Conseil général, plus l'ancien Conseil général. Donc 80 millions à la région. On n'a pas encore de chiffres. On n'a pas encore de chiffres puisqu'on on attend l'audit. Alors, est-ce que d'abord c'est
on va dire, c'est un marronnier politique, puisque j'ai souvenir que lorsque Proto est parti, Mme Michel Chevry a prétendu que c'était catastrophique. Il y a même eu un impôt. Lorsque Mme Michel Chevry est sortie, Lurel, pareil. Chevry, etc. Non, en fait, il faut dire qu'il y a un peu de communication dans tout cela. Bon, aujourd'hui, c'est la grande vogue, la grande mode qu'on arrive quelque part. On fait un audit. Alors, il y a un audit qui est en cours depuis, qui ressemble à une arlésienne. Alors, aux dernières nouvelles, il paraîtrait que cet audit serait effectif au mois de mai. Or, le budget va être voté le 15 ou le 16 avril. Alors, pourquoi avant la fin mai? Oui, mais pas avant la fin mai. Alors, donc, il y a de la communication, il y a un petit peu... Il y aura deux budgets, puisqu'il y aura un budget primitif et un budget complémentaire. Oui, complémentaire. Et, moi, je pense que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, parce que c'est vrai que l'UREL a fait beaucoup d'annonces. Mais qu'est-ce qui a été exécuté réellement sur le terrain en termes financiers? Parce que c'est vrai que les CEDT, par exemple, on prend le cas des CEDT, il a fait toutes ces annonces avant les élections et même au-delà, mais concrètement... Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement réel de la région. Et on peut dire, en attendant l'audit, je parle sans contrôle, que aujourd'hui, la région Guadeloupe n'est pas aussi endettée qu'on peut le penser, sauf que c'est vrai qu'il y a eu certaines, moi je pense des effets de manche beaucoup, c'était pas en période électorale, et je ne suis pas sûr que l'UREL, au moment où il a lancé un certain nombre d'opérations, c'était au mois de septembre l'année dernière, qu'il pensait déjà qu'il aurait perdu ces élections et qu'il allait plomber pour le reste de sa dernière mandature. L'élément déterminant sera de voir la capacité d'emprunt de la région Guadeloupe. C'est un élément qui est extrêmement important, qui est fondamental. Cela dit, on l'a dit, c'est du grand classique. Et on se demande, qu'il s'agisse d'ailleurs des régionales ou des départementales ou même des élections municipales, on dit qu'on va faire, qu'on a un programme, qu'on est les meilleurs. Et une fois qu'on arrive au pouvoir, on met en avant les difficultés financières, peut-être pour expliquer la mandature qui s'annonce beaucoup plus difficile que ce qu'on avait prévu. C'est clair. Et des promesses qui ne seront peut-être pas toujours tout ça, toutes tenues. On ne va pas s'engager Alors, là-dessus. je tiens absolument à ce que vous me parliez de votre idole à tous les deux. On dit Mister Gims. Maître Gims. Maître Gims, apparemment. Rappeur, idole des jeunes de votre génération et qui a organisé 2 concerts, entre guillemets, beaucoup de guillemets sur le mot concert. Et cela a fait beaucoup parler parce qu'en fait de concert, c'était des faux concerts. Et il n'avait pas de musicien autour de lui. Oui, c'est ce qui a choqué un certain nombre. Oui, effectivement. Alors, il faut dire quelque chose, c'est la tradition. En général, les rappeurs font avec des DJ, mais lui, en l'occurrence, Maître Gims, il a l'habitude de jouer avec un groupe musical. Là, il est venu pratiquement nu et résultat des courses, ça n'a pas fonctionné. Pratiquement nu musicalement. Et ça n'a pas bien fonctionné. Avec ses lunettes. Oui, avec ses lunettes qui ne sont jamais, mais ça n'a pas bien fonctionné. Les gens étaient déçus et puis le prix était excessif. Ça allait jusqu'à 90 €, m'a-t-on dit, pour les gens qui payaient. On n'est pas d'accord sur les chiffres. J'ai entendu 45, mais bon. Cela dit, il y a quand même eu 7000 personnes, d'après ce que je sais. Il y a eu au total, même. Beaucoup de gens à la fois. Près de 20 000 personnes pour les 3 régions. Oui, c'est pas rien. Je pense qu'il y a eu un bon... L'organisateur Joël Grédoire, il a fait un bon coup. Ça, on peut le dire. En tout cas, il s'est beaucoup exprimé sur les médias en expliquant que c'était une pratique courante. Et j'ai appelé quelques personnes ce soir. Pas en France, il fera pas ça à Bercy. Il fera ça à Bercy, ni nulle part. Peut-être pas à Bercy. Il se ferait siffler. Bon, en tout cas, j'ai appelé quelques personnes qui m'ont dit oui. Et pour ce genre de spectacle, on compte sur l'émotion et l'ambiance qui est créée dans le public. Alors c'est peut-être... d'ailleurs ça se voyait, mais ça se voyait même chez les petits jeunes. Vous auriez voulu voir les Vikings qui vont bientôt retourner, peut-être. C'est pas pareil, mais ça sera le mot de la fin. On espérera peut-être qu'il y aura davantage que 5000 personnes pour les Vikings. Voilà. Ce qui n'est pas sûr. Les Vikings, malheureusement. On aura l'occasion d'en reparler sur Alizé. Qui ont 50 ans, c'est ça? 50 ans des Vikings et qui vont sortir un best-of et se produire très bientôt dans un établissement bien connu de Jarry. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés ce soir. Dans un instant, le journal de TF1.